Salut à tous, bienvenue dans Merci on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir une productrice et réalisatrice émérite, une figure emblématique du cinéma français, Sarah Lelouch. Bonjour, Bonjour, comment allez-vous? bonjour. Moi ça va et vous, comment ça va aujourd'hui? Ça va, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec Euh, je, plaisir. je commencerai direct par ma première question. J'aimerais vous faire un retour vers le futur, vous emmener vers un souvenir. Est-ce que vous pourriez nous partager la première fois que vous avez découvert Chantons sous la pluie de Stanley Donen avec Gene Kelly? Comment ça s'est passé pour vous? Ouais, ouais, alors, alors j'étais vraiment toute petite. Je peux même pas vous dire, je pense que je devais avoir 6, 7 ans. Mais c'est mon père qui m'a montré ce film et j'ai adoré. J'ai pas arrêté de le regarder en boucle et à 15 ans, je continuais le week-end à me le mettre en boucle. Voilà. Je connais toutes les chansons par cœur. Je trouve que ce film n'a absolument pas vieilli, que c'est une masterclass en termes de comédie, de dramaturgie. C'est l'excellence, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, les acteurs sont incroyables, ils chantent, ils dansent, ils jouent bien. Non, voilà. Le scénario est génial, vraiment. On est vraiment dans un cours magistral de l'ironie dramatique. Non, c'est voilà. Donc c'est comme ça que j'ai découvert Chantons sous la pluie grâce à mon père. Moi, c'est le film préféré et c'est aujourd'hui mon film préféré. J'ai effectivement pas encore trouvé mieux que ce film. D'accord, merci. Si maintenant vous pouvez donner un contexte un peu à nos auditeurs et nous parler un peu de vos débuts, vous avez un parcours qui est assez fascinant. Tout a commencé en 95 lors d'un stage à M6, à la rédaction de Capital. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Ouais, c'est ça. En fait, moi, j'ai grandi donc dans un univers de l'audiovisuel, hein, avec un père réalisateur, donc même plutôt cinéma. Et, euh, et donc voilà, j'ai toujours été attirée par ce métier-là. Ma mère m'a toujours dit une chose, c'est Sarah, tu fais ce que tu veux dans la vie, mais surtout pas de cinéma. Donc à partir de là, je me suis dit qu'est-ce que je peux trouver qui va me plaire et qui ne soit pas du cinéma. Et ben j'ai trouvé la télévision. Et c'est comme ça que j'ai voulu, pour ma première expérience professionnelle, trouver une rédaction novatrice, parce qu'à l'époque, c'était très nouveau, cette émission. J'ai participé au premier prime time de Capital à 20h50. Avant, c'était un petit magazine de 20 minutes avant le film érotique en deuxième partie de M6. Mhm. Et donc voilà, ça m'a plu et je suis tombée dedans. Je suis tombée dans la télévision, je suis tombée aussi dans le journalisme, en tout cas dans la passion de découvrir des univers différents. Et donc voilà, c'était mes débuts. Parallèlement, j'étais toujours étudiante. J'ai fait une maîtrise de médiation culturelle et de communication à la Sorbonne Nouvelle. J'ai aussi fait des études à UCLA, voilà, de journalisme et de public speaking. D'accord. Si on parlait un petit peu de la transition, parce que vous êtes passé de journaliste à animatrice télé, d'abord sur Mhm. le câble, après sur France Télévisions, notamment avec Fort Boyard, tout ça. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Oui, en fait, c'est des transitions qui se sont faites de manière très fluide et évidente, dans le sens où donc j'étais journaliste et je suis passée à la présentation d'émissions en tant que journaliste. C'est-à-dire que je venais interviewer des personnalités du musique, de la musique et du cinéma. Ma première émission s'appelait Portrait. C'était effectivement sur le câble, sur une chaîne qui s'appelle RFM TV, qui n'existe plus, mais j'ai enchaîné comme ça avec une émission de cinéma sur TPS, qui est aussi une chaîne qui n'existe plus. Et à force d'enchaîner des présentations d'émissions, j'ai eu cette opportunité incroyable qui est celle de présenter Fort Boyard. D'ailleurs, le directeur des programmes de France Télévisions, de France 2 à l'époque, c'était Yves Bigot. Aujourd'hui, il est à la tête de TV5 Mhm. Monde. Voilà, il me suivait depuis un bout de temps. Il m'a dit, écoutez, Sarah, j'ai une proposition à vous faire. C'est absolument pas euh, voilà, quelque chose à laquelle vous allez vous attendre. On n'est pas du tout sur un sujet journalistique, mais je vous le propose quand même, c'est Fort Boyard. Alors, j'avais jamais vu cette émission. Je connaissais de nom, évidemment.
Mhm. Mais j'ai dit, mais pourquoi pas? Je me suis fait toutes les émissions pendant 2 jours et puis j'ai passé le casting de Fort Boyard et j'ai adoré parce qu'en fait, c'est grâce à cette émission que j'ai découvert l'univers de la production pour le coup. Donc, Mhm. Fort Boyard, c'est avant tout une machine incroyable qui réunit sur un rocher, parce qu'on est quand même sur un morceau de caillou en pleine mer, une équipe de 150 personnes, des techniciens, mais aussi, enfin, voilà, c'est une vraie machine. Et il y a la version française, mais pendant 6 mois, le fort, en fait, est destiné à tous les autres pays du monde qui enregistrent leurs propres émissions, Fort Boyard. Et, euh, et donc voilà, donc ça a été un vrai tournant dans ma carrière, médiatiquement parce que c'est là où j'ai commencé à avoir une notoriété, professionnellement parce que c'est là où j'ai découvert donc les métiers vraiment de la production, ou en tout cas où je me suis dit c'est ça que je veux faire. Et puis d'un point de vue humain, bah, j'ai rencontré des personnes qui sont aujourd'hui encore mes amies, à commencer par Olivier Mine avec qui j'ai co-animé cette émission. Et puis, c'était une récréation. C'était vraiment une récréation d'enregistrer Fort Boyard pendant un mois. Voilà, J'imagine. donc voilà, donc et voilà, et avec cette émission, et ben, je suis devenue pendant 2, 3 ans l'une des animatrices phares de France 2, et j'avais bien dit, voilà, à la chaîne, ok pour Fort Boyard, mais après je veux quand même faire des émissions qui me ressemblent, non pas que Fort Boyard ne me ressemble pas, mais voilà, avec un peu plus de contenu et des domaines qui sont les miens, et c'est comme ça que je me suis retrouvée à co-animer comme au cinéma, aux côtés de Michel Fields Mhm. et à présenter pas mal de prime time le samedi soir, voilà, Top of the Pops, etc. Mais comme je vous le disais, bah, en sortie de Fort Boyard, la première chose que j'ai fait, c'est de créer ma société de production, Watch Us. Voilà. Watch Us, Et oui, ça, c'était en en 2005. 2005. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Mm. On en parlera dans quelques instants. Et maintenant, c'est la partie de l'émission en fait où on parle d'anecdotes. Et comme vous D'accord. avez, je suis sûr que vous avez Ok. quelque chose d'hilarant, inattendu à nous Je sais raconter. pas. Il va falloir m'aiguiller un peu parce que là, comme ça, Bah, disons que, j'ai... par exemple, sur Fort Boyard, quand vous avez travaillé là-dessus, il a dû se passer des choses Mm. quand même inattendues avec l'équipe, le tournage, tous les invités que vous avez pu recevoir. Oui, et forcément, bah, on a eu un peu tous les cas de figure. Non, une anecdote, c'est, en fait, c'est l'année où on fêtait les 15 ans de Fort Boyard, je crois. Oui, c'était les 15 ans. Et à cette occasion, on a fait une émission spéciale enfants. Donc, les candidats, c'était des enfants. Ils avaient tous en moyenne entre 10 et 12 ans. Donc, j'étais, peut-être un peu plus protectrice avec eux qu'avec les autres candidats. Et Mhm. voilà qu'il y a un enfant qui donc se retrouve dans la fosse aux serpents. Donc effectivement, il a très peur. Donc Ouais. je fais quelque chose que j'ai pas vraiment l'habitude de faire. C'est plutôt que rester debout, ben, je me mets à genoux, j'essaye de rentrer un peu la tête, voilà, pour essayer d'être un peu plus proche de lui, etc. Et évidemment, à un moment donné, ben, les serpents se sont retrouvés sur moi. Et, et donc j'ai eu très peur. Oh mon Dieu. Voilà, je me suis fait mordre par un serpent. Aïe. Mais bon, comme ils sont pas venimeux évidemment sur le fort et on risque rien, mais c'est impressionnant. Voilà, ça c'est une anecdote. C'est la J- j- première qui me vient à l'esprit. Mm. J'imagine. Comment vous vous remettez après ça? Est-ce que pour retourner tourner, c'était facile après? Oui, oui, et puis même, je veux dire plus. Après, j'ai même été invitée comme candidate. Donc, Ah, donc voilà, j'ai fait des épreuves en tant que candidate après avoir arrêté la présentation. On m'a invitée. Voilà, génial. l'arroseur arrosé. Mm. C'est exactement ça. Bah, si maintenant on Mm. passait un peu du côté de la production, comme vous en parlez tout à l'heure, on avait découvert ça avec Fort Boyard. Parlez-nous un peu de la création de Watch Us en 2005 avec Fred Musa. Vous faites partie quand même des pionniers de Planète Rap. Oui, je fais partie même des pionnières de celles qui ont réussi à programmer une émission de rap sur le service public. Mhm. Euh, Je me rappelle. et j'en suis très fière. Enfin, avec Fred, on en est absolument très fiers. C'est vrai qu'on nous a pris un peu pour des extraterrestres. Je me souviens qu'on annonçait à la chaîne que les premiers invités allaient être l'AFF, Diams et Booba, et on nous a demandé qui étaient ces gens-là. Et, euh, et ils avaient très peur quand ils ont visionné les premières émissions. Ils comprenaient pas trop, mais bon, comme c'était là aussi Bigot qui a cru
en Planète Rap, bon, bah, on n'a pas trop contredit le patron et c'est lui qui a eu raison, puisque après, on connaît l'histoire de cette musique qui est aujourd'hui la première musique en France et dans le monde, enfin, l'une des premières musiques les plus vendues dans le monde. Bah Donc justement, voilà. Donc la création de Watch Us, c'est ça. oui. Mais c'était bien sûr pour produire Planète Rap, mais c'était surtout pour produire avant même qu'on envisage de produire cette émission, c'était de défendre la diversité dans tous les sens du terme, que ce soit la diversité de format, de contenu, de culture, d'origine. Et c'est vrai que toutes nos productions ont ce point commun-là, c'est d'aller chercher des sujets clivants et essayer de les mettre à la portée de tous. Mais comment est née l'idée de Planète Rap alors? Ah bah alors écoutez, c'est tout simple, hein. C'est que c'est que Fred Musa est le père de ma fille. Donc, D'accord. quand j'ai rencontré Fred, j'ai tout de suite été plongée dans les coulisses de Planète Rap. Et quand j'ai créé ma société de production, Fred m'a dit, mais ça serait génial un jour que Planète Rap puisse être programmée à la télévision. C'était un Mhm. rêve, on n'y croyait pas trop. Et on s'est tapé dans la main et je lui ai dit, bah chiche, on va essayer. Génial. Voilà. C'est super. Vous parlez de Fred Musin, qui est le père de votre fille. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu de l'influence familiale. Parce que vous, en Mhm. tant que fille de Claude Lelouch, comment son Ouais. influence a-t-il façonné votre approche du cinéma et de la production, en fait? Forcément, je dirais qu'il a plus façonné ma façon de penser et de travailler. Voilà, il m'a plus programmé oui, c'est ça, pour travailler d'une certaine façon. Et le premier conseil qu'il m'a toujours donné, j'espère qu'il va finir par payer. Bon, ça paye, mais un jour, j'espère que ça finit vraiment par payer. Oui. Il m'a toujours dit, il faut que tu prennes un maximum de risques. Voilà, n'aie pas peur et prends tous les risques. Si tu crois, voilà, en une idée, en un projet, prends tous les risques et les choses ne se font que quand on est dans l'action. Donc ça, c'est en ça que mon père a eu une grande influence pour moi. Mhm. Évidemment, l'autre influence, bah, c'est que l'univers du cinéma aujourd'hui, bah, j'y suis. C'est-à-dire qu'à force de prendre de la distance avec le cinéma pour faire de la télé, finalement, le cinéma m'a rattrapé puisqu'aujourd'hui, c'est mon métier et c'est mon métier maintenant depuis presque 6 ans, 7 ans. Donc voilà, donc forcément, je suis revenue je suis revenue, voilà, je sais pas comment on peut dire, mes premiers amours, parce que c'est vrai que toute petite, j'étais très en admiration sur les plateaux de tournage, Mhm. de voir les équipes s'activer et travailler. Comment s'est passée la collaboration entre père et fille? Parce que vous avez travaillé ensemble sur le grand rendez-vous. Ouais, alors écoutez, c'est pas simple en fait d'être La- la boss de son père. D'ailleurs, c'est pas simple d'être la boss ou le boss de Claude Lelouch tout court. D'accord. D'ailleurs, c'est lui le boss, non, et ça restera toujours lui le boss. Mhm. Non, c'était marrant de faire ce projet ensemble parce qu'en fait, c'était la suite d'un court-métrage qui avait cartonné, qui s'appelait C'était un rendez-vous. Mhm. Le Donc, grand qui rendez-vous, oui. était le grand. Non, le premier court-métrage que mon père a Ah, ok. réalisé s'appelle C'était un rendez-vous. Ça a été tourné l'année de ma naissance. Mhm. C'est c'est une course, voilà, dans les rues de Paris. Je sais pas si vous l'avez vu. En tout cas, je vous invite à le voir parce que c'est un des films les plus vus au monde. D'accord. Ça dure 6 minutes et donc voilà, on est dans une voiture et il traverse Paris en brûlant tous les feux rouges à 6 heures du matin, en prenant tous les risques pour aller rejoindre son rendez-vous et à la fin on voit une femme qui le rejoint, mais ça dure 2 secondes hein, et cette femme c'est ma mère. D'accord. Et ça avait été tourné l'année de ma naissance, donc je trouvais ça rigolo que la principauté, puisque c'est la principauté de Monaco qui m'a proposé de refaire un petit peu cet exercice dans les rues de Monaco, en fait, d'utiliser le circuit de Monaco pour cet exercice. Mhm. Et c'était marrant que ce soit moi qui le produise et qu'à la fin, ce soit ma fille, pour le coup, qui soit la femme de la fin, quoi. Justement, ça me permet de faire une transition parce que vous parlez d'autres filles. Comment vous vivez en fait l'influence de votre parcours professionnel sur la nouvelle génération de votre famille? Parce qu'il me semble que Rebecca est journaliste aussi.
Ouais, Rebecca, elle est sur BFM Business. Elle a deux émissions. Une qui s'appelle Hebdocom et puis une autre qu'elle co-anime avec Fred Mazella qui s'appelle Les Pionniers. Mhm. Euh, je crois que quand on fait des métiers passion, c'est très difficile de ne pas les communiquer à ses enfants. Et c'est drôle parce que j'ai deux filles, donc ma deuxième Noah, elle est plus jeune puisqu'elle a 16 ans. Mais Rebecca, pour le coup, elle a vraiment grandi alors que moi, j'étais animatrice, présentatrice et que je crée ma société de production. Donc, elle a vraiment grandi dans cet univers-là. Et, euh, et elle s'y retrouve aujourd'hui. Donc, je pense que voilà, il y a quelque chose qui se transmet. Je ne lui ai jamais dit, fais ce métier-là. Je pense que elle a, c'est quelque chose qui a été certainement infusé ou transmis, mais sans aucune volonté. Et ma deuxième fille, bon, elle est encore étudiante, mais elle veut être productrice. Et c'est vrai que ma deuxième fille qui est arrivée après est arrivée à un moment donné où je ne suis devenue, où je ne me suis consacrée qu'à la production. Et donc elle veut produire des films. Donc c'est pas l'influence. Je pense que, mais ça c'est dans toutes les familles pareil. Je pense que quand on a la chance d'avoir des parents qui ont un métier passion, j'insiste bien sur le métier passion parce que c'est vrai que j'ai la chance, on a la chance de travailler dans des métiers qu'on aime et c'est pas le cas quand on doit aller à l'usine, quand on a un métier très répétitif, qu'on est, voilà, que, mais quand c'est le cas, le mot passion fait que, ça s'arrête jamais. Quand je suis à la maison, je travaille encore. Quand je voyais mon père le week-end, il travaillait encore et quand il travaillait pas, il m'emmenait au cinéma. Et moi, quand je travaille pas, je regarde la télé ou je regarde des films. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on transmet. En tout cas, mon père, il m'a jamais transmis en me disant, je veux que tu fasses du cinéma. Mhm. Moi, j'ai jamais transmis quoi que ce soit à ma fille en lui disant, je veux que tu fasses de la télé. Voilà. Vous l'avez pas fait comme votre mère, vous l'avez pas interdit. Vous avez pas dit, je Non, veux pas que tu non, sois journaliste. non, 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 non. Mais je comprends parce que c'était une peur que je peux comprendre de la part de ma mère. C'est vrai qu'elle s'est dit, avec ce père-là, elle pourra jamais faire mieux. Et d'ailleurs, c'était évident là-dessus, elle avait raison. Hein. Je veux dire, il a un niveau où on peut pas faire mieux. Mais ce qu'elle avait pas mesuré peut-être, c'est que c'est pas grave de pas faire mieux si déjà on fait ce qu'on aime et que ça marche. Bien sûr, oui. Donc voilà. Donc il m'aura fallu quelques années pour me dire bon, de toute façon, je ferai pas mieux. Et puis je fais pas la même chose que lui aujourd'hui. Je ne Mhm. fais pas la même chose que mon père. Oui, j'ai réalisé un film, ça c'est vrai, et j'ai Mhm. réalisé des documentaires et des émissions de télé, mais je suis pas une réalisatrice de films de long métrage. Justement, quand vous parlez d'avoir réalisé, comment vous trouvez l'équilibre entre la réalisation et la productrice? Eh ben, en fait, mais là aussi, pour le coup, c'est certainement le regard que j'ai eu sur mon père ou sur ce qu'il m'a enseigné, c'est que pour moi, je fais pas une grande différence entre le réalisateur et le producteur. Donc, mon père est réalisateur-producteur. Mhm. Euh, et en fait, un réalisateur sur un plateau de tournage, c'est lui qui doit prendre Mhm. toutes les décisions. Et quand le seul moment où il doit consulter finalement le producteur pour une nouvelle décision, c'est quand tout d'un coup il est hors budget ou que ça va coûter quelque chose de plus ou que il va avoir un problème de logistique. Sinon, c'est lui le. Donc voilà. Et en fait, être producteur, c'est de prendre toutes les décisions à l'égard d'un film. Donc c'est pas que sur le tournage, c'est lui qui va décider où il va faire sa post-prod, dans quelles conditions le film va sortir. C'est lui qui va aller choisir telle et telle personne. Euh, voilà. Et donc, en fait, ils font le même métier, en vrai. Et c'est vrai que le truc génial, c'est effectivement quand on est réalisateur-producteur. Parce qu'en fait, on peut que se demander des choses à soi-même. Mhm. Euh, et un producteur, alors il existe deux types de producteurs. On dit souvent qu'il y a paillettes et calculettes. C'est souvent des associés. Il y a toujours Mhm. celui qui va s'occuper de l'artistique, qui va être là avec donc le côté paillettes, calculette, qui est là vraiment pour s'occuper des chiffres. Euh, et, euh, et voilà, donc pour moi, un réalisateur, c'est paillettes, et puis un producteur, c'est calculette, quoi. Il Donc, s'occupe du budget. moi, c'est voilà, il n'y a pas finalement une si grande différence entre ces deux métiers. D'accord. Après,
il y en a une clairement, hein, parce qu'il y a plein de réalisateurs qui ne peuvent pas être des producteurs et des producteurs qui ne peuvent pas être réalisateurs, on s'entend bien. Mhm. Mais quand c'est le producteur qui s'appelle Payette, le rôle d'un producteur, faut pas oublier, c'est qu'il il est là pour lire chaque version du scénario, pour challenger l'auteur, pour lui dire ça marche pas, pour le titiller, pour le challenger. Au moment du casting, et si le réalisateur il a pas d'idée, le producteur il va dire bon bah et pourquoi tu prendrais pas un tel, mais rencontre un tel, etc. Donc un vrai bon producteur, il doit avoir une fibre artistique, et il doit avoir une fibre artistique qui correspond au goût du public. Voilà. D'accord, merci. Mais justement, si on parlait de votre réalisation du court-métrage, c'est du caviar en 2016. Pouvez-vous nous Mhm. partager un peu comment c'est venu, comment est née cette idée? Alors l'idée, elle est née le jour où il y a eu les attentats à Charlie Hebdo. Ah, ok. Euh, voilà, parce que c'était une journée très triste. La France s'était arrêtée de travailler. Mhm, C'était hors sujet de passer un coup de téléphone pour le boulot ou même pour parler avec un pote. On mhm. était tous choqués et c'était très oppressant. Et je me souviens qu'à la fin de la journée, je me suis dit, mais là, j'ai besoin de légèreté. Et j'ai commencé à regarder. J'ai tapé sur Internet histoire rigolote, je sais plus, des choses comme ça, ludiques, bonnes nouvelles. Et je suis tombée sur ce fait divers qui raconte donc bah, l'histoire de C'est du caviar qui m'a bien fait rire. Et je me suis dit, tiens, je vais en faire un court-métrage, je vais écrire le film sous forme de court-métrage et je vais le faire maintenant parce que j'ai l'histoire, j'ai le début, j'ai le milieu, j'ai la fin. Mhm. Et donc, j'ai écrit ce court-métrage en 2 jours. Waouh, super. C'est du caviar. Et c'est pour ça que mon actrice principale, enfin, que le rôle principal du film s'appelle Charlie. Ah, ok, d'accord. Est-ce que Voilà. c'est Charlotte Gabri qui C'est joue? Charlotte Gabris, ouais. Ouais. Il y a D'accord. le rôle Ah, ouais. principal, ouais. Il y a Caroline Anglade aussi et Fabien Richard. Ça explique tout, oui, je comprends mieux maintenant. Mm. Vous êtes aussi attaqué à la mise en scène avec votre pièce Merci pour le bruit. Oui, alors attaquer à la mise en scène, là, c'est un grand mot parce que pour le coup, il y en a une qui sait bien faire de la mise en scène au théâtre, c'est ma sœur Salomé. D'accord. Voilà, donc elle, voilà, c'est une vraie productrice, metteur en scène voilà, qui cartonne et qui enchaîne les succès et les productions. Mhm, Moi, c'était vraiment parce qu'en fait, Charlotte Gabris a eu l'idée de Merci pour le bruit alors qu'on tournait C'est du caviar. mhm, Et que elle m'a dit j'adorerais faire ça sur scène et j'adorerais que tu me mettes en scène dans un format court, mhm. donc dans ce qu'on appelle une capsule. Et ma sœur, justement, qui est donc dans le théâtre, chaque année organise le festival des mises en capsule. Donc c'est le festival des courts-métrages du théâtre. Mhm. Et donc j'ai fait lire le texte à Salomé et elle me dit mais c'est canon, viens, fais la capsule au Ciné 13 et c'est ce que j'ai fait et la pièce a marché et c'est là où on a été donc repéré par d'autres théâtres et qu'on a commencé à jouer à la Gaîté et de fait j'ai continué à la mettre en scène, elle et Vincent Dezania, mais je suis pas une metteuse en scène de théâtre, voilà. J'adore votre modestie. Euh, Ouais, c'est vrai. J'aimerais parler de la complicité entre vous et Charlotte et votre rencontre parce que depuis ça, on dirait que vous vous êtes plus quittés, vous avez retravaillé ensemble pour Non. le court-métrage Celle qui n'avait pas vu Friends. Oui, alors oui, Charlotte est devenue ma meilleure amie. Mais je l'ai rencontré vraiment dans le contexte du travail, ce qui est pas la même chose parce que quand on a des amis qui apprennent à travailler avec eux, c'est touchy. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment dans le sens inverse et on arrive bien à faire la part des choses. Et c'est vrai que bah il y a eu C'est du caviar, il y a eu Merci pour le bruit, il y a eu aussi un projet de long métrage sur lequel on a beaucoup travaillé, qui était d'ailleurs l'adaptation de Merci pour le bruit, qui s'appelait 30 ans pour le cinéma. Donc, on a travaillé longtemps sur ce scénario qui n'a jamais vu le jour, malheureusement, mais Mhm. effectivement. Et puis ensuite, bah, j'ai créé, j'imagine que vous alliez m'en parler, mais j'ai créé donc la DCF, la diversité du cinéma Bien français. sûr, oui, on allait en Et, parler en 2021, et oui. voilà. Et donc, c'est en créant cette société, le concept de cette société, je vous expliquerai peut-être tout à l'heure, mais eh bien que on a réalisé ce court-métrage de celle qui n'avait pas vu Friends Mhm. et qui a eu un succès qu'on n'attendait absolument pas. Voilà. Oui, Et au c'est raison festival. aujourd'hui au Festival de l'Alpe d'Huez, c'était la première diffusion, donc on a gagné le prix du meilleur
court-métrage. Mhm. Après, on a gagné au total 4 ou 5 prix du public. Dans le monde, on a eu à peu près plus de 30 sélections au festival. On a vendu le film dans 8 pays. On a été Waouh. diffusé en France sur TF1, OCS, Canal, TV5, Monde. Donc c'est un joli parcours pour un court-métrage. Bien sûr, oui. C'était d'ailleurs aussi un joli parcours avec C'est du caviar que j'avais aussi fait avec Charlotte. Parce que Mhm. là aussi, c'est pareil, on avait vendu dans 15 pays. Et, et donc voilà, donc c'était vraiment chouette parce qu'on s'y attendait pas. On espérait que le film se fasse remarquer, Ouais. mais on s'attendait pas à ce succès-là. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur l'histoire, en fait, de celle qui n'a pas vu Friends? Alors, celle qui n'avait pas vu Friends, c'est tout simplement l'histoire d'une femme qui est sur le point de se marier. Elle est en robe de mariée et son futur mari arrive dans la chambre parce qu'il ne pouvait plus attendre. Il sait qu'il n'a pas le droit parce qu'il ne peut pas voir sa future femme avant le mariage. Il a craqué, il la trouve sublime, incroyablement belle. Et là, il lui dit Oh my God. Alors, elle tilte pas et il fait Oh mon Dieu. Et elle tilte toujours pas. Et il dit Allô, non, mais c'est Janice dans Friends, la meuf de Chandler. Et elle comprend pas et elle dit Mais en fait, j'ai déjà entendu parler de Friends, mais j'ai jamais vu Friends en fait. Je n'ai pas les rêves. Et puis là, bah, le mari tombe de 30 étages et il veut plus se marier. Oh, c'est génial. Mais comment vous est venue cette idée, en fait? Ça, c'est une idée que Charlotte a eue. D'accord. Et elle a eu cette idée. Alors, pardon. Oui, Peut-être qu'il j'entends faudra. toujours. C'est Charlotte qui a eu l'idée parce que bah, justement, elle rencontrait la fille ou la fiancée d'un pote. Enfin, je ne sais pas très bien qui elle rencontrait pour la première fois, une fille en tout cas, et ils discutaient. Et puis dans la discussion, ils parlent de Friends et la fille en question qu'elle devait donc rencontrer, enfin qu'elle rencontrait, a dit, ah non, mais moi je ne connais pas, j'ai jamais vu Friends. Et la table entière en fait a bugué. Bah oui. Et bah, ils ont commencé à dire, mais tu faisais quoi dans ces années-là? Mais comment c'est possible d'avoir vu Friends? Et ça a pris une telle ampleur qu'elle m'a appelée. Elle me dit, écoute, Sarah, j'ai une idée, mais il faut faire un film sur une fille ou un garçon qui n'a pas vu Friends parce que j'ai vécu un déjeuner surréaliste cet été. Voilà. C'est génial. Voilà. Oh, c'est fou comme histoire. Est-ce que cette fille, ça serait pas Elena Klotz? Parce que je l'avais reçue dans l'émission et elle avait jamais vu Friends. Pas du tout. Pas du tout? Non, je crois pas. Ok, d'accord. Si on parlait maintenant un petit peu de votre société, la diversité du cinéma français by Watches, créée en 2021, parlez-nous un Ouais. peu de ce que vous faites. Alors, j'ai créé la DCF, Mhm, l'Université du cinéma français, bah, en fin 2021-2022, avec l'ambition bah, de produire des films d'une nouvelle façon et avec de nouveaux outils. J'avais envie de faire participer le public du début à la fin, à la production et à la création d'un film. mhm. Euh, je me suis toujours dit que en vrai, le vrai premier producteur d'un film, on le dit pas assez, c'est le public. Et pourtant, on lui demande jamais son avis. Donc, je me suis demandé comment est-ce que je pourrais aujourd'hui bah, faire des films en les écoutant et en m'inspirant de leurs idées. Et c'est là où j'ai découvert un outil que je ne connaissais pas, maintenant que je commence à bien maîtriser, qui est celui du Web3, de la Mhm. blockchain. Oui. Et plus qu'un outil qui va me permettre et qui me permet voilà, de faire participer le public à la production de ces films, c'est pour l'industrie du cinéma une nouvelle source de financement. Donc, euh, donc en fait, c'est ça la DCF, c'est une société de production Mhm, qui vise à offrir des nouvelles sources de financement à l'industrie du cinéma et à mhm, permettre au public de participer à la création des films du début à la fin et dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'il va pouvoir intervenir sur le casting, mhm. des idées, si on lui dit on hésite entre tel titre, lequel vous préférez. Ils vont avoir la possibilité, au travers d'une marketplace, d'acheter la robe de
la comédienne sous forme de NFT. Donc, si là, tout d'un coup, la comédienne cartonne ou le film cartonne, ben, le NFT va prendre de la valeur. On va pouvoir vendre les décors de cinéma parce que jusqu'à présent, on les stocke ou on les brûle. Bien Donc sûr, là, oui. on pourra les acheter. Voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire avec le cinéma pour faire participer en fait le grand public et savoir vraiment ce qu'il a envie de voir. Donc j'avais envie qu'il puisse participer de cette façon-là, mais j'avais surtout envie d'ouvrir les vannes aux jeunes talents et permettre à monsieur et madame tout le monde de déposer une idée. Parce Mhm, qu'aujourd'hui, si on n'est pas dans l'univers du cinéma, c'est très difficile d'envoyer une idée. Et puis, mhm. si on n'est pas dans l'univers du cinéma, on peut avoir une idée formidable, mais on ne sait pas écrire un scénario, parce que c'est un vrai travail d'écrire un scénario. Donc aujourd'hui, c'est permettre à n'importe qui, un banquier, à vous, de venir déposer 4 lignes de pitch, 5 lignes, une page, ce que vous avez envie. Et nous, si on trouve que c'est une bonne idée, alors j'ai un board, hein, c'est pas, je veux dire, on est Mhm. entouré de professionnels, c'est pas, voilà, c'est pas des sélections qu'on fait au pif, hein, il y a un vrai travail de sélection qui est fait. Bah, si votre idée, elle est super, vos 4 lignes, eh bien, nous, professionnels, avec tout le board que j'ai, qui est présidé notamment par Julie Gaillet, dans lequel on trouve Kev Adams, Sofiane Zermani, Mhm. si vous préférez, Elsa Zimmerstein, mais des agents de talent, eh bien, on va développer votre idée. On va vous associer au développement de cette idée. On va vous dire, bon, bah, vous êtes banquier, donc on Bien va pas sûr. vous demander d'écrire le scénario. Si en revanche, vous avez envie de participer aux séances d'écriture, vous venez. De toute façon, c'est votre idée c'est votre idée originale. Donc, quoi qu'il arrive, vous serez crédité au film en tant qu'auteur Mhm. et les droits sont les vôtres. Mais en revanche, ben, on va vous proposer 2, 3 auteurs, un réalisateur, et on va vous accompagner tout au long de la production de ce film. Et surtout, on va faire participer le public à toute la création de ce film. On va lui donner la parole, on va créer des Bien sûr. communautés. Mhm. Donc, par exemple, celle qui n'avait pas vu Friends, qui est donc un film qui a été, qui devient donc maintenant un long métrage. Mhm. Il devient un long métrage grâce au public avant tout. Bien Et au sûr. board aussi, grâce au public, on lui a proposé plusieurs films, 3 pitchs de films. On Mhm. a dit, vous choisissez, et celui que vous choisissez, on va le mettre en production. Ils ont choisi celle qui n'avait pas vu Friends. Et aujourd'hui, ben, on travaille sur la communauté de Friends. Parce qu'en fait, la DCF, donc, il lance sa plateforme au mois de mai prochain. Et je vous donne un scoop. La plateforme Merci. s'appelle clapaction.com. Mhm. Donc, cette plateforme va donc réunir une communauté. Elle va forcément aller chercher la communauté des cinéphiles, mais pas que. Elle va avoir la communauté de tous les artistes qui participent à la création de ces films. Et ensuite, elle va récupérer aussi la communauté de films en particulier. C'est-à-dire, chaque film a une communauté. Là, sur celle qui n'avait pas vu Friends, ça paraît logique. Mais demain, si je fais un film, et c'est le cas sur la K-pop, je vais aller récupérer toute la communauté de la K-pop. Bien Si je sûr. fais un film sur la danse, je vais avoir toute la danse. Si Mhm. je fais un film sur le développement personnel, bah, je vais avoir voilà, tous les gens qui s'y intéressent. Donc, tout ça, ça fait une très, très grosse communauté qui va donc nous accompagner dans la production des films, et c'est une nouvelle façon de produire, une nouvelle façon de générer de l'argent pour faire des films et une nouvelle Mhm. façon de faire des films euh, avec le public. Donc la DCF, c'est ça, la diversité du cinéma français, c'est une Mhm. société de production euh, qui, euh, qui voilà, donne naissance au mois de mai prochain à cette plateforme, clapaction.com. Mais en attendant, c'est le site de la DCF, donc la-dcf.com, qui Mhm. reçoit le projet et qui nous permet d'échanger avec le public. Vous dites justement une nouvelle façon de produire. Quel a été l'accueil des professionnels quand vous avez lancé ça? Alors, c'est drôle que vous me posiez cette question parce qu'aujourd'hui, la tech est, est une industrie et un univers qui fait très peur au cinéma français, ou en tout cas aux gens du cinéma. Là, je Mhm. suis vraiment pionnière, je suis la première à utiliser la tech pour créer des films, en tout cas pour produire des films. Et, euh, et donc, les gens du cinéma, pour vous répondre, disent, ah bah c'est super, mais ils comprennent pas grand-chose pour l'instant à la blockchain et au Bien Web3. sûr. Pas que les gens du cinéma, d'une manière générale, en France,
voilà, on n'est pas encore très à jour là-dessus. Euh, et puis, à l'inverse, les gens de la tech ne connaissent pas bien l'industrie du cinéma. Et donc, moi, j'ai fait une levée de fonds pour la DCF que je viens de vous raconter. Et c'est vrai qu'en faisant cette levée de fonds, je me suis aperçue de ça. Les gens de la tech ne connaissent pas l'économie du cinéma, donc ils ont peur de mettre de l'argent dans un projet tech cinéma. Et les Mhm. gens du cinéma, ils ont peur de la tech. Ils mesurent pas les enjeux, en fait, et le boulevard que cette tech va devenir dans les années prochaines. Et donc, ne veut pas investir dans un projet tech. Et donc, fort de ce constat, moi, j'ai créé Tech Cannes, qui sera donc le premier événement à l'occasion du prochain festival de Cannes, Mhm. qui va réunir les géants de la tech et les géants du cinéma. Voilà. Pendant 4 jours, pour se rencontrer, échanger autour de sujets qui sont donc la blockchain, le Web3, l'IA, qui est un gros sujet en ce moment dans le cinéma. C'est comme si vous leur donnez un peu une masterclass pour qu'ils comprennent comment tout cela fonctionne. Voilà, moi, je ne vais pas donner de masterclass. Je vais avoir une douzaine de personnalités qui vont faire des masterclass. Je Mhm. vais avoir une soixantaine de speakers, des gens du cinéma et de la tech qui vont venir débattre sur, Mhm. euh, sur tous ces sujets qui sont l'économie, l'IA, le rôle de la blockchain demain et tout ça. D'accord. Tout à l'heure, vous parliez de donner la chance aux autres. Et moi, je vais vous raconter une histoire. On s'est déjà rencontrés, en fait. On s'est Ah, rencontrés il y a peut-être une quinzaine d'années, à vos débuts, quand d'accord, vous avez créé Watch Us. Vous cherchiez des d'accord. animateurs et j'étais venu dans vos locaux, en fait, passer un casting. Ah, c'est drôle. Pardon si je me souviens pas, je suis Il vraiment n'y a pas de confuse. problème. J'avais des cheveux à l'époque. Ah, c'est pour ça. Ok. Mais c'était une expérience assez extraordinaire pour moi Drôle. parce que C'était pour quelle émission? vous ne nous l'avez pas dit, en fait. C'était juste vous cherchiez des animateurs et on ne D'accord. savait pas qu'est-ce qu'il y avait derrière, justement, en fait. Ok. Ça, Bah, ça me permet justement de rebondir, me dire quand, si on regarde un peu le côté de producteur, quand vous faites des projets, vous lancez des castings, est-ce que vous pouvez nous emmener un peu vers l'envers du décor, comment ça se passe une fois que vous rencontrez les personnes, après pour la décision, les choses que nous on voit pas en fait quand on est à l'avant. à quel stade? Parce qu'il y a tellement de stades. Et Après dans le quel casting, contexte? quand nous on rentre dans la salle, on passe un casting. Par exemple, moi je vous ai rencontré il y a quelques années, j'ai passé un casting pour une émission. Qu'est-ce que vous faites après? Si c'est un casting pour une émission, Oui, déjà, animateur. il y a un tri qui se fait au moment même où vous passez le casting, parce qu'au moment où vous sortez de la pièce, nous, à l'intérieur de cette pièce, on se dit il est nul, donc on va même pas regarder. Mhm. C'est même pas la peine, parce qu'il a le trac, il n'arrive pas à parler, C'est ça. je sais pas quoi, il bégaye, n'importe quoi. Voilà, donc Mhm. ça, voilà. Et après, en revanche, si c'est pas une élimination d'office, on va regarder évidemment tous les essais. Et puis après, encore une fois, c'est au cas par cas, parce que c'est pas la même chose quand on fait un casting pour un film que quand on fait un casting pour trouver un animateur ou un chroniqueur en télévision. Mais puisqu'on est sur l'animation, je pense qu'en général, on va retenir ceux sur lesquels on hésite. On essaye de jamais en retenir plus que 4 ou 5 parce que c'est déjà difficile. Et Mhm. puis là, on refait passer un casting et après, soit il y a une évidence, soit il n'y en a toujours pas. On fait revenir les deux. Et, et voilà quoi. Et Super. encore aujourd'hui, le milieu, tout le process de choix quand même évolue. Il y a le Mhm. casting, il y a beaucoup d'autres choses qu'on prend en ligne de compte, parce que maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, on peut aussi facilement tracer la vie de la personne avant qu'elle passe ce casting. On peut avoir une idée de l'entourage de cette personne, on peut voir le nombre de followers. Donc Mhm. tout ça, ce sont des choses qui comptent parce que bon, ben, on va pas se mentir, hein, Mhm. on se Google tous les uns les autres. Bien sûr, ouais, ouais. On va tous se voir sur Link, on rencontre quelqu'un. C'est ça. Donc aujourd'hui, ça a une importance en fait. L'image qu'on a Bien sûr. a une importance. En tout cas, il faut essayer de faire en sorte de véhiculer la meilleure image pour faire ce qu'on a envie de faire. Mhm. C'est un très bon conseil. Ça me permet justement de. Vous avez parlé de followers. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous travaillez sur un projet, vous hésitez entre deux acteurs, vous irez plus celui-là qui a plus de followers ou vous irez celui-là qui a moins de followers ou c'est le talent qui rentrera en compte? Non, le talent rentre en compte, évidemment.
Et puis c'est une question difficile et délicate parce qu'encore une fois, c'est du cas par cas. Vraiment, chaque film est un cas particulier, chaque émission est un cas particulier. Euh, Vraiment, chaque rôle, on me dit souvent avec la DCF ou avec Watch Us, mais alors quel type de contrat tu proposes? Oui, mais alors si, oui, mais tu as fait ci avec telle personne, donc moi ça me convient pas bien. Et en fait, chaque cas est particulier. Et là, je traite beaucoup de projets puisque j'en ai reçu plus de 700 avec la DCF. Mhm. J'en ai 6 qui sont en développement, donc j'en ai choisi 6. Mais en fait, je n'ai pas le même contrat et le même engagement avec aucun de ces 6 projets. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Donc, le nombre de followers peut peser son poids, Mhm. mais à l'inverse, peut ne pas peser de poids du tout. Donc, ça dépend. Ça va rassurer certains acteurs alors. Ouais, ouais, carrément. Là, on arrive à la partie de l'émission où vous parlez un peu d'actualité de votre promotion. Vous avez dit que vous allez être à Cannes prochainement. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir sur Sarah Lelouch en ce moment? Ah ouais, c'est déjà beaucoup. Déjà beaucoup parce que j'ai 6 films en développement, dont celle qui n'avait pas vu Friends, dont un film sur la K-pop puisque je vous en ai parlé. J'ai Mhm. un autre film formidable qui s'appelle Le Grand Saut qui est en développement, qui là a été porté par un jeune garçon de 30 ans qui s'appelle Anthony, ne connaît personne dans l'univers du cinéma, qui habite Montpellier, dans la banlieue de Montpellier, qui est livreur et, D'accord. euh, et qui donc va coécrire son premier long métrage. Waouh. Et, euh, et c'est exactement pour ça que j'ai voulu créer la DCF, c'est justement pour aller chercher des talents comme lui, Bien sûr. qui n'ont pas les moyens Mhm. aujourd'hui d'envoyer une idée à un studio ou à un producteur. Donc Mhm. voilà, j'ai 3 films déjà dont je viens de vous parler, plus les autres qui sont en dev. J'ai la- l'organisation et la mise en place de TechCam, même si j'ai un directeur général sur ce projet. Comme c'est une première édition, bah, il faut que je la mette en place et puis il faut voilà, que je m'active pour que clapaction.com soit prêt bah, pour le mois de mai prochain. Donc ça, c'est mon actu. D'accord. Bon, en tout cas, merci de faire ce que vous faites. C'est un peu comme Cendrillon, c'est-à-dire vous donner aux moyens aux gens qui connaissent personne dans le milieu de pouvoir créer des choses. Ça, c'est super. Mais c'est ça, c'est ce que j'aime faire, démocratiser le rap, démocratiser la culture urbaine, Mhm. démocratiser le cinéma et là maintenant démocratiser la tech. C'est que souvent on ne va pas vers les choses parce qu'on en a peur et on a Mhm. peur de les comprendre. Et moi j'ai envie d'enlever cette peur chez les gens. Mhm. Je peux le faire avec les domaines avec lesquels je suis à l'aise. Bien sûr. Là, on arrive à la partie tips de l'émission, genre partie conseil. Quel conseil vous donnerez à des jeunes professionnels qui veulent avoir une carrière aussi variée et diversifiée que la vôtre? Ah, c'est toujours difficile de donner des conseils. Bah, si on a une passion, déjà, c'est de suivre sa passion, c'est surtout pas essayer de s'écarter parce que c'est tellement difficile le quotidien, c'est tellement difficile tous les jours de se lever, d'aller travailler, même quand on a une passion, parce que même quand on a une passion, c'est dur. Voilà, bon. Donc, si on a une passion, ne pas hésiter, se battre pour trouver une façon de l'exploiter, de la mettre à profit. C'est de multiplier les rencontres, vraiment. Être ouvert à tout, jamais dire non quand on nous propose quelque chose. C'est c'est surtout bien connaître aussi l'univers dans lequel on a envie de grandir, connaître tous les acteurs et pas seulement les connaître, c'est-à-dire suivre l'actualité au quotidien, parce que c'est en suivant l'actualité qu'on peut avoir des idées qui nous permettent de rebondir. Et, euh, et c'est déjà beaucoup. Et puis, avoir une discipline, une discipline et une bonne hygiène de vie. Merci beaucoup pour ces conseils. Merci beaucoup, Sarah, pour cette belle conversation, pour votre temps. Merci. Je vous dis merci, on vous rappelle. Ah bah oui, avec plaisir. Bonne journée, Sarah. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.